Alors bonjour Vestin, comment vas-tu? Alors, je vais très bien et toi? Bien, bien, bien. Comment ça fait d'être de l'autre côté de la caméra pour une fois? Écoute, ça fait vraiment très bizarre. C'est juste une sensation. Enfin, j'ai l'habitude de poser des questions. Je me dis, ah, mais c'est facile, les gens répondent comme ils veulent. Mais là, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais dire, mais ça va. Cool. Bah ouais, ça fait longtemps que moi-même je demandais ça et je pense beaucoup d'autres gens dans la chaîne qui, comme tu es un des plus affluents en fait de la chaîne, qu'on voulait quand même savoir ton background, ton histoire et tout ça et à quel point ça pourrait être intéressant. Du coup aujourd'hui c'est le jour et tu passes derrière l'interrogatoire. Oui. Du coup, je vais pas te présenter parce que les questions vont t'amener à te présenter toi, et c'est comme ça que je pense qu'on veut tous le savoir. Mais du Super. coup, commençons par le commencement. Tu peux te présenter en quelques mots, toi, ce que tu kiffes, ta carrière. Oui, bien sûr. Alors, je suis Vestin Tegekimana, donc je suis doctorant en sciences sociales et plus précisément en démographie. Et ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment une carrière universitaire classique. J'ai commencé avec de l'histoire, économie et société, puis j'ai enchaîné avec un master en socio-économie. Et maintenant, en ce moment, ben, je fais un doctorat en démographie. Donc, au départ, j'étais pas trop quantitatif, mais gentiment, j'ai été amené vers une carrière un peu plus quanti. Donc, c'est Mhm. quelque chose qui me plaît et c'est vraiment cool. Donc, voilà, durant mon parcours universitaire aussi, bah, j'ai initié WeData, comme tu le sais, et que tu as rejoint. Et Ouais. ouais, pour l'instant, ça se passe bien. C'est vraiment cool. On va détailler tous ces parties en toutes ces informations en plusieurs parties, Mm. parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Mais pour revenir à justement ton domaine et ta discipline, qu'est-ce qui t'a amené aux sciences sociales computationnelles à la base? Enfin, est-ce que c'est vraiment en fait ce que tu es en train de faire ton doctorat dessus, quoi? Du coup, ouais, c'était quoi ta genèse de ça? Ah ouais, bien sûr. Alors, tu as invoqué un terme assez spécial, peut-être que pas tout le monde connaît, mais que je répète souvent dans la thèse. C'est effectivement Ouais. ouais, le terme de sciences sociales computationnelles. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment lorsque on amène, en fait, on a eu deux tendances qui sont arrivées en même temps. Donc, on a une première tendance où, en sciences sociales, ben, on a remarqué que bon, les méthodes qu'on utilise classiquement, qui sont vraiment des méthodes classiques de statistique, qui utilisent des régressions, etc., ben, étaient vraiment très proches de ceux qu'on utilise en économie. Et en fait, on essaie de ressembler de plus en plus à l'économie, on essaie de chercher la causalité, etc. En fait, ces méthodes sont très rigides et finalement ne permettent pas une grande diversité d'analyses. Et de l'autre côté, ben, on a eu l'avènement en fait du big data, donc des données en ligne qui sont de plus en plus accessibles. Et en fait, on avait besoin de nouvelles méthodes pour pouvoir traiter aussi ces données qui sont non plus numériques, mais aussi textuelles et qui permettent en fait une analyse plus en avance. Et moi, en fait, justement, j'ai découvert les sciences sociales computationnelles par frustration des techniques traditionnelles qu'on avait en sciences sociales, qui sont simplement soit du qualitatif et donc de faire des entretiens, des analyses, etc. Une chose pour laquelle je ne suis pas forcément très fort ou je n'investis pas suffisamment de temps. Et de l'autre côté, on a des statistiques que j'aime beaucoup, mais que je trouve assez limitées parce que par des moments, j'ai envie en fait, de voir un texte, de le décortiquer, de faire, mais en fait, je remarque quelque chose, il y a une tendance. Comment je pourrais le prouver avec des statistiques? Et là, en fait, c'est là où on est limité. Donc, ouais, c'est ça qui m'a un peu poussé à ça. Trop cool, trop cool. Parce que voilà, justement, comme moi aussi, toi, tu as pas mal brillé dans les différentes disciplines. Du coup, si Mhm. tu me dis si je me trompe, mais tu as commencé à la base en histoire, Oui, ton bachelor, ouais. ouais, ouais. Et du coup, tu as bougé vers justement la démographie et économie. Et maintenant, tu fais Mhm. même des data science appliquées à ton domaine et tout. Est-ce que tu peux parler plutôt de ton parcours pour peut-être quelqu'un justement qui pense que les data science c'est que pour les computer scientists ou que les historiens vont faire que du bouquinage à la librairie? Enfin, comment t'as relié ces trucs? Alors, en termes de parcours, c'est venu en fait par surprise parce que en fait mes deux premières années de bachelor, je les ai passées à faire bah, en fait, comme tu dis, du bouquinage et plus des sciences sociales. Et c'est vraiment vers la dernière année qu'on nous a parlé un peu de statistiques et faire ah tiens, on peut utiliser un ordinateur pour faire des choses très intéressantes. Et c'est là où en fait j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses. Au départ, on nous apprenait un peu le langage data, enfin stata. Et, bon, bah, c'était sympa, hein, ça allait très vite en ligne de commande, mais ça devenait très vite limité. Puis j'ai entendu parler de R et de Python. On m'a dit, va sur Python, c'est incroyable, tu vas apprécier. C'est ce que j'ai fait. Puis j'ai vu R, j'ai tourné les yeux sur R et j'avais plus apprécié, mais oui. Donc, effectivement, lorsqu'on parle de sciences sociales, ben, beaucoup de gens et surtout beaucoup de chercheurs en sciences sociales s'intéressent aux méthodes classiques parce que c'est celles qui sont bien décortiquées et que tout le monde connaît. Mais en fait, les sciences sociales computationnelles sont quelque chose d'assez
peu connu et en fait, c'est vraiment une question de goût. J'ai vu des personnes qui étaient aussi en sciences sociales qui ont découvert ce genre de méthode et c'est vraiment en fait plus une motivation personnelle et le fait de se retrouver en fait bloqué devant une situation en se disant ah mais tiens, je vais analyser ça. Pourtant, j'ai pas les clés en main pour pouvoir le faire et de se rendre compte que ah mais ces méthodes existent, mais on les enseigne pas. Donc Mhm. c'est là où en fait les personnes finissent par s'intéresser et se dire bon, on va essayer de faire quelque chose. Et du coup, oui, Mhm. maintenant, on a d'une part les sciences sociales computationnelles, mais on a aussi des computational humanities, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est vraiment des historiens qui travaillent vraiment sur des données, enfin, des images, des archives, etc., qui travaillent vraiment avec l'ossérisation, des méthodes un peu plus avancées et de traitement et de classification. Et en fait, il y a gentiment, en fait, de plus en plus d'utilisation des méthodes computationnelles dans ce genre de sciences. Donc, est-ce qu'on peut devenir un data scientist en partant d'un background en sciences sociales? Oui, oui, c'est juste l'intérêt qui compte, mais aussi le travail derrière. C'est génial et je pense que ça va motiver beaucoup de gens qui pensent pas que leur domaine leur donne la capacité, quoi. Et c'est la question, est-ce qu'il y a un domaine qui peut pas être touché par la data science? C'est une grande Ça, c'est question. vrai. Mais du coup, tu parlais justement, en fait, dans ton monde encore plus, dans ta discipline encore plus, que c'était pas des méthodes très communes, quoi. Comment t'as vu l'acceptance, comment ont été acceptées justement ces méthodes quand t'arrives pour des personnes plus vieux jeux ou qui sont plus, ouais, classiques dans ce domaine? Est-ce que t'as eu des réticences, la résistance, ou tout le monde te voyait plutôt comme le Messie qui allait justement les aider? Comment c'était? Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de sciences sociales computationnelles, il y a de la résistance, surtout au niveau des publications, dans le sens que il y a un article pour lequel je me suis amusé, et mon superviseur m'a laissé un peu décider ce que je voulais faire, et je sais très bien que dans la plupart des revues, ça risque pas d'être accepté parce qu'ils veulent quelque chose de rigoureux et de solide. Et donc, je suis obligé de publier dans une revue en sciences sociales computationnelles. Donc, c'est vrai que pour l'instant, au niveau institutionnel, il y a certaines résistances. Il y a aussi le fait que tous les cours, enfin, il n'y a pas énormément de cours dessus. Il faut vraiment aller dans une discipline ou dans une université qui donne spécifiquement ce genre de cours pour les trouver. Donc, c'est pas des cours que tu trouves au même titre que les cours de Mm, statistique ou d'analyse qualitative. mhm, Donc, c'est vrai que il y a de la résistance à ce niveau-là. Après, si personnellement, moi, j'en ai vu, pas vraiment, parce que j'ai de la chance d'avoir un superviseur qui me connaissait déjà avant, qui savait que je m'intéressais beaucoup à ce genre de méthode. Il m'invite aussi parfois dans ses cours pour venir donner des cours, notamment sur le web scrapping. Enfin, mhm, des cours, donner en tout cas un atelier ou parler un peu de ce que je fais sur ma recherche. Et non, et quand je lui ai dit, ah tiens, je serais intéressé par ces méthodes bayésiennes, il a dit, eh, vas-y, tu peux essayer. Je lui ai dit, ah, je serais intéressé par utiliser des méthodes un peu plus computationnelles. Il a dit, ah, mais vas-y, tu peux mhm, tenter. Et franchement, j'ai eu de la chance sur ça. Mais effectivement, si on regarde au niveau institutionnel, il y a quand même une certaine réticence et ça va assez lentement. Mais mhm, plus gentiment, on a de plus en plus d'initiatives, donc c'est cool. mhm. Très bien. Bah, moi, ça me fait quelque chose d'entendre justement dans ton domaine que tu disais le mot pas assez rigoureux, quoi. Alors que Mm. justement, moi, je me suis lancé, et j'ai passé dans les statistiques justement pour que ma science, la psychologie et les sciences cognitives, pour passer, pour avoir de la rigueur en fait. Et là, c'est un peu l'inverse pour eux. C'est justement genre toi qui arrives avec des nouvelles méthodes et du coup, elles n'ont pas été vues et revues par leur domaine, quoi. C'est ça, où on s'attend surtout à de la causalité ou à une p-value quelque part. Ouais, ok, c'est intéressant. Comme quoi. Et du coup, pour ça, est-ce que tu penses que les chercheurs en sciences sociales devraient apprendre les compétences techniques que tu as et que tu as apprises et jusqu'à où? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil maintenant, justement, pour des nouveaux doctorants et doctorantes qui se lancent Alors, je dirais, enfin, je parle en mon nom et c'est simplement Merci. mon point de vue, évidemment. Mais évidemment, pour moi, je pense que c'est quand même assez important que gentiment, beaucoup de gens s'intéressent un peu à ça. Évidemment, si par exemple quelqu'un a une carrière plus en méthode qualitative, peut-être que cette personne devrait utiliser des outils qui correspondent plus à ça. Mais si on est plus intéressé au quantitatif, ce serait bien aussi de s'intéresser à ces nouvelles méthodes un peu émergentes. Enfin, un peu émergentes, ça fait quelques années qu'elles sont là, mais ça pourrait amener en fait plus de diversité et de couleurs aux recherches classiques. Donc, pour moi, je pense que, surtout maintenant avec l'arrivée de l'IA, enfin, l'intelligence artificielle, bon, disons concrètement les LLMs, qui permettent de Mhm. juste rédiger du code, ça rend l'entrée un peu plus facile, en fait. Et maintenant, tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est un terminal. Enfin, si on sait ouvrir un terminal et suivre des instructions, je pense que c'est déjà un très bon départ pour commencer. Très bien.
Cool. Et du coup, justement, pour ceux et celles qui nous regardent et qui se demandent comment ils pourraient apprendre ces techniques-là, quel était ton parcours pour apprendre la data science? Comment tu as appris ça à travers des cours formels à l'uni, en auto-apprentissage? Qu'est-ce que tu conseilles ou qu'est-ce que tu as eu? Alors, moi, j'ai surtout appris les statistiques à l'université. J'avais eu les bases au bachelor, puis après au master, ça s'est consolidé. Mais moi, ce qui m'a permis vraiment d'arriver à ce niveau-là, en quelque sorte, c'est vraiment, je pense que tu as fait la même chose comme moi, mais faire les poubelles sur Internet et essayer de trouver les tutoriels qui t'expliquent qu'est-ce qui fait quoi, etc. Puis gentiment créer sa propre base de ressources et s'en servir en fait pour l'apprentissage. Hmm. Donc, je dirais, oui, c'est plus Internet à ce niveau-là Mhm. pour les méthodes qui sont un peu plus diversifiées et nouvelles. Moi, c'est le fait d'être passé sur R et Python. Typiquement, il y a Mhm. énormément de tutoriels dessus qui ont permis en fait de voir en fait, ah, mais on peut faire ça, on peut aussi faire ça. Ah, tiens, il y a un code déjà donné pour pouvoir le faire. Et en fait, Mhm. lorsqu'on trouve des informations, ça motive et ça pousse à avancer. Maintenant, en termes plus concrets, j'ai vu que pour les doctorants maintenant, il y a énormément de conférences, énormément de summer schools, etc., qui se concentrent maintenant sur les méthodes en sciences sociales computationnelles, qui sont enfin, vraiment données et bien faites de manière générale. Et donc, je trouve que ça aussi, c'est des très bonnes ressources si on ne veut pas faire de tout va sur Internet. Mais Mhm. on a de plus en plus de ressources qui sont consolidées. Et si je prends l'exemple de R, on a les Book Down qui sont tous dans un site. Et il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, il a créé en fait voilà, un livre qui s'appelle The Big Book of R. Et en fait, il y a vraiment toutes les matières possibles. Donc, c'est Mhm. très difficile de rater, surtout que maintenant qu'on a aussi l'intelligence artificielle qui pourrait aider dans ce niveau-là. Donc, c'est très Mhm. difficile de ne pas trouver les ressources, en fait, maintenant, si je compare par rapport à avant. C'est sûr, c'est sûr. Mais justement, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de bonnes ressources, c'est sûr. Mais si tu pouvais donner justement soit des ressources qui sont enfin, qui sont axées sur les sciences sociales computationnelles peut-être, ou juste Mhm, une bonne ressource générale que tu recommanderais ou pas, Anna. Après, on pourra le mettre mhm. dans la vidéo ou pas, mais est-ce que tu as un truc dans la tête? Ouais. Ouais, alors si les personnes utilisent R, je conseillerais The Big Book of R. Donc, c'est un site en ligne qui, en fait, montre plein de livres écrits en R, des book down. Généralement, l'immense majorité sont gratuits. Et je pense qu'il y a quelques livres sur les sciences sociales computationnelles. Donc, Mhm, il suffit simplement d'aller sur ces livres et vraiment les suivre. mhm, Je les ai pas tous regardés en détail, mais de manière générale, j'ai vu que ça abordait beaucoup de thématiques comme le web scraping, le text mining et aussi l'analyse de réseau. Donc, c'est une mhm. très bonne ressource. Si les personnes sont sur Python, donc il y a une chaîne YouTube, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en fait, c'est une espèce de P blanc avec un Y blanc dans un fond noir et c'est vraiment sciences sociales computationnelles avec Python. Et vraiment, il y a plein de vidéos dessus et Ok, c'est pas mal. c'est plutôt bien fait. Donc, à Ouais. regarder. Et il me semble que l'auteur, c'est plutôt un fan de l'analyse de réseau, mais Mhm. il fait Trop aussi cool. pas mal d'autres choses. Donc, Ok, je bah dirais ces deux recherches. on mettra ça dans la description de la vidéo. Du coup, tu parles justement des différentes techniques, du web scrapping, des analyses de réseau qui sont des techniques très, je pense, utilisées justement dans ton domaine. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Ouais, pour celles qui savent pas, quoi. Oui, alors Et bien pourquoi elles sûr, sont importantes spécialement dans ton domaine aussi? naturellement. Alors, de manière générale, je dirais le web scraping, c'est une méthode qui consiste à collecter des données en ligne. Et généralement, ces données, c'est pas forcément des données qui sont toutes propres, qui sont dans un tableau et qui ont déjà été traitées par quelqu'un. En fait, ce sont des données qui sont plutôt sauvages. Vous trouvez par exemple des discussions de blog ou par exemple l'un des exemples les plus utilisés en sciences sociales en ce moment, en sciences sociales computationnelles, c'était Twitter. Ça a un peu changé vu que l'API a changé. Mais vraiment, c'est des données qu'on trouve dans la rue, en quelque sorte, et faut savoir les collecter, puis les mettre sous une forme utilisable. Et en fait, l'avantage de ces données, c'est que elles sont rares, du coup, parce que très probablement que si j'arrive dans un site qui a des données qui ont été juste mises en avant et que je les récupère pour faire une analyse spécifique, je pense que les créateurs du site n'ont pas eu forcément cette idée. Ça permet en fait d'avoir accès à des ressources et à des données rares. Et ça peut être pratique pour pouvoir faire une analyse et dire, bon, bah, en fait, l'avantage que j'amène dans ma recherche, c'est que ces données sont rares. Le text mining, du coup, c'est ce qui consiste à faire de l'analyse textuelle. Donc, ça peut même s'étendre jusqu'au Natural Language Processing, NLP.
Et en fait, le but, c'est de pouvoir faire transformer le texte sous un format qui permet une analyse statistique. Et typiquement, on peut réutiliser des méthodes classiques en analyse statistique ou des méthodes qui sont plus spécialisées pour l'analyse de texte. Donc, plutôt pratique. L'analyse de réseau, du coup, c'est le fait de voir le monde ou les données sous forme de liens et de connexions. Donc, typiquement, on voit des ronds qu'on appelle des nœuds et les individus ou les entités, en fait, que sont ces nœuds sont connectés entre eux. Et le but, en fait, c'est de faire l'analyse de ces nœuds et voir, par exemple, est-ce qu'on détecte des communautés, est-ce qu'on détecte des changements dans la composition des nœuds. Et en fait, ça permet une plus grande richesse des données. Donc, ouais, de manière générale, je dirais que c'est ça, ces méthodes. Que- Non, c'est génial, parce que moi j'ai beaucoup utilisé l'analyse de réseau en neurosciences, en réseau de Mhm. neurones littéralement. Et quand j'ai appris que vous utilisez ça pour les gens, quoi, j'ai trouvé ça fascinant pour les migrations, pour les groupes sociaux, quoi. Et oui, Mhm. techniquement c'est la même approche, c'est la même idée, c'est fascinant, quoi. Et Mhm. que je sache justement, maintenant tu commences à utiliser de plus en plus les méthodes bayésiennes aussi. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter comme improvement, mais aussi comme problème, et comme headache? Qu'est-ce qu'il y a eu justement avec ça? Tu veux en parler dans ta recherche? Ouais, bien sûr. Alors, dans ma recherche, je ne l'utilise pas directement. Il y a un article pour lequel je prévois peut-être d'utiliser une méthode bayésienne. Il y en a une où, en fait, c'est plutôt bayésien, mais sans que je le veuille vraiment, parce que c'est un structural topic modeling. Donc, le topic modeling, c'est vraiment faire du cluster avec des textes. Et en fait, ils utilisent en fait une méthode bayésienne pour pouvoir arriver gentiment à la construction de ces catégories. Donc, je l'ai appris seulement en lisant la documentation, c'est le package STM, Euh, si certaines personnes sont intéressées. Mais de manière générale, l'analyse bayésienne, ça a été plutôt une grande enfin, un grand apport philosophique dans le sens que, en tant que chercheur, on a peut-être une tendance à se dire, ah tiens, bah, où est la p-value? Est-ce que mon truc est significatif, etc. Au lieu de réfléchir sur, en fait, la vraie valeur de la p-value, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Et typiquement, ça nous amène à penser, en fait, qu'est-ce que c'est l'incertitude? À réfléchir, à se dire, bon, d'accord, maintenant que j'ai ces résultats-là, comment je pourrais, par exemple, amener une certaine forme de biais, mais aussi de questionner la manière dont on utilise les méthodes statistiques. Typiquement, on se dit, bon, bah, toutes ces méthodes statistiques sont très rigoureuses et non biaisées, mais en fait, ne sont-elles pas un peu subjectives? Parce que derrière, en fait, on a des hypothèses qu'on viole ou non, et que c'est pas parce que je ne suis pas au courant de l'existence de ces hypothèses que je ne les viole pas. Et donc, mhm, ça m'a apporté vraiment plus de ce côté philosophique. Et aussi, l'avantage des méthodes bayésiennes, c'est que pour le dernier article que j'aimerais faire, mais ça, c'est pas encore sûr, j'aimerais utiliser un Joint Bayesian Modeling, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Faut que je relise des articles. Mais en fait, c'est vraiment une méthode qu'on ne pourrait pas utiliser avec une approche classique, en fait. Simplement parce que les méthodes bayésiennes permettent, en fait, une plus grande flexibilité dans l'utilisation des modèles. Et donc, en fait, il y aurait des modèles qu'on ne pourrait pas utiliser sans l'approche bayésienne. Donc, de manière générale, je dirais plus philosophique, l'apport des données. Et ouais, c'est plutôt ça. Amen, je suis bien d'accord. Mais voilà, justement, toi, je sais que tu es très humble et tu dis que justement, tu as une carrière académique relativement normale. Mais ce qui est aussi vraiment fascinant par rapport à toi, c'est tes projets et tes projets techniques que tu fais en parallèle et par-dessus, justement, tous tes projets académiques. Du coup, je voudrais bien qu'on en parle. Tu as beaucoup travaillé sur l'amélioration du web scraping avec R. Euh, on comprend maintenant aussi pourquoi, parce que c'est dans ton domaine de recherche. Tu peux dire justement quelles étaient les lacunes que tu trouvais et pourquoi, et qu'est-ce que tu as pu résoudre et qu'est-ce que tu as pu aider avec ça? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai travaillé plus sur R. Donc, l'une des premières choses que je voulais faire, c'était vraiment d'arriver à enfin, à une certaine aisance qu'il y avait dans Python. Donc, dans Python, ils ont énormément de personnes qui travaillent sur le web scraping, etc. Et donc, c'est à la fois des chercheurs, mais aussi des personnes qui font de l'informatique de base. Et donc, il y avait énormément de librairies, de disponibilité. Bon, après, l'autre désavantage, c'est que souvent, après, on se retrouve avec beaucoup trop et, des techniques qui marchent plus ou moins bien, mais pourtant, tout le monde utilise les mêmes librairies, ils répètent les mêmes choses. Enfin, bref, alors qu'il y a plus à voir. Et une des librairies que j'aurais bien voulu répliquer, c'est la librairie Playwright, qui est aussi dans JavaScript, et que j'ai beaucoup aimé utiliser dans les deux, qui permettait en fait de pouvoir avoir en fait une utilisation interactive du web scraping. Donc, c'est-à-dire qu'on peut décider
tiens, j'aimerais que je puisse cliquer sur tel endroit et tel endroit, ouvrir telle chose, ou pouvoir charger en fait des fichiers HTML qui ont énormément de code JavaScript dedans et qui demandent une certaine forme d'interactivité ou qui demandent d'avoir un header, donc c'est-à-dire un web browser ou un navigateur, pour que le site puisse dire, ah ok, cette personne est safe, on peut envoyer les données, c'est pas un robot. Donc ça, c'était une première approche que j'aurais voulu faire, mais très rapidement, la librairie Airvest a commencé à avoir justement cet outil qui a été mis en place. Donc, je n'ai pas vraiment eu besoin de le faire. Du coup, même si en fait le travail avait déjà été fait, moi, j'ai pas fait énormément à ce sujet-là. Mais il y a quand même une chose qui manque, que j'aurais bien voulu reprendre dans Playwright, c'est le code gen. En fait, un outil assez marrant à faire, c'est que lorsqu'on lance dans le terminal CodeGen, ça va ouvrir le navigateur web. On peut simplement cliquer sur les endroits, il va enregistrer nos actions, et après il va nous reproduire le code, ce qui permet en fait un boost de vitesse dans du web scraping. Et ensuite, l'autre chose sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment pour web scraping, c'est que j'essaie d'écrire un livre, un book down dans R, en fait, avec toutes les techniques et les méthodes avancées en web scraping, parce que j'ai pour l'instant pas trouvé de tutoriel dans R qui présente ces méthodes alors qu'elles existent. Et c'est très facile de les traduire de JavaScript ou de Python vers R. Donc, Cool, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. ouais, moi aussi. Et Mais tu parlais de Nîmes aussi tout à l'heure. Je sais que tu es, un vrai fanatique de Nîmes et tu bosses beaucoup dessus. Et je sais aussi que voilà, il y a une communauté qui est grandissante, mais pas si connue du tout public. Est-ce que tu veux en parler de Nîmes et de pourquoi tu aimes ça tant et pourquoi, en quoi c'est différent de R et Python pour toi? oui, bien sûr. Alors, si je devais donner mon top 3 de langage de programmation, il y aurait Julia tout en haut. Ouais. Il y aurait Nîmes en deuxième et R en troisième. Et R, c'est celui que j'utilise le plus, mais j'aime beaucoup. Et Nîmes, en fait, la raison pour laquelle je l'apprécie, c'est parce que il est moderne, il est nouveau, il a été créé en 2008 déjà. Donc, il y a pas mal de fonctionnalités qui arrivent. Et moi, j'avais besoin, en fait, d'un langage système juste pour me faire à la main et comprendre un peu comment ça fonctionne et avoir une meilleure compréhension enfin, de l'ordinateur, comment faire certaines choses. Et dans cette quête, j'étais en train de regarder pas mal de langages. J'ai vu C, je me suis dit, oula, peut-être pas. J'ai vu C++, peut-être pas. J'ai vu Rust, j'ai dit encore moins. Donc, c'était très difficile de trouver quelque chose. Je voulais quelque chose qui, finalement, produit du langage machine, parce que derrière, je voulais pas quelque chose qui, par exemple, Java fait un Jar. Enfin, je voulais pas dépendre de la JVM ou du Erlang Mhm. ou quoi que ce soit. Je voulais quelque chose qui crée des exécutables. Et j'étais en train de chercher et je me disais, mon Dieu, mais comment je vais trouver un langage qui est pas trop compliqué et qui a quand même, enfin voilà quoi, qui permettrait quand même une programmation système. Et je suis tombé sur Nîmes, qui en fait avait tout ce dont j'avais besoin, plus des avantages. Donc, Mhm. bah, c'est un langage qui est assez facile à écrire. La syntaxe ressemble beaucoup à Python. C'est juste dommage que du coup, on doit dépendre des indentations. Mais Mhm. l'avantage numéro 2, c'est qu'il compile en langage machine, mais en compilant en C d'abord, puis en langage machine, puis C++, langage machine. Il peut compiler aussi en Objective-C et en JavaScript, ce qui fait qu'il peut utiliser beaucoup de plateformes, et ce que j'ai trouvé très incroyable. Après, ça, c'est la documentation. Quand on commence à travailler dessus, on voit que c'est pas aussi automatique que ça. Néanmoins, je l'ai beaucoup appris en l'utilisant et c'est un langage que j'apprécie beaucoup et je suis assez fanatique dedans parce que c'est vraiment l'inverse, par exemple, d'un langage comme Go, parce que Go, c'est très opinionné dans le sens que il faut faire ça comme ça, il n'y a qu'une seule manière de le faire et voilà. Alors que dans Nîmes, c'est vraiment super libre et vraiment, si tu arrives depuis un autre langage et tu dis, bon, moi j'ai les habitudes, je vais conserver ces habitudes, le temps que je m'habitue à Nîmes, tu peux le faire. Après, est-ce que c'est forcément un avantage? Non, ça aide à s'adapter, mais c'est vrai qu'il faut Mhm. prendre l'habitude de Nîmes. Et donc, du coup, oui, pour moi, Nîmes, ça m'a beaucoup appris et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce langage. Cool. Et tu parlais de Julia aussi, qui est ton préféré. C'est voilà, c'est pas peu commun de parler de Julia, quoi. Je veux dire, c'est un truc de gros académiciens, de gros matheux, quoi. Enfin, il y a vraiment une discipline très 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 grande. Qu'est-ce qui t'a ramené là-dedans et pourquoi tu aimes tellement ce langage? J'avais besoin de performances brutes de base parce que je me disais, alors R et Python peuvent arriver à des niveaux de performance incroyables, mais je voulais quelque chose qui, de base, sans avoir besoin de chercher la librairie parfaite qui va m'amener à un tel niveau de performance, mais qui ne fonctionne que
la troisième nuit de pleine lune à tel endroit. J'avais besoin de quelque chose qui était juste rapide. Et Julia, c'était ce qu'il me fallait. Alors, si on compare à Nîmes, bah, c'est pas un langage système, donc techniquement, Julia ne pourrait pas arriver à des niveaux aussi rapides que Nîmes, surtout qu'il me semble qu'il est aussi garbage collecté. Et du coup, je me disais, bon, bah voilà, autant l'utiliser, mais il y avait deux gros arguments pour l'utiliser. C'est que déjà, il était, bon, on dit qu'il est rapide, mais je trouve que c'est pas exactement le terme, c'est qu'il est injustement rapide ou unfairly fast, parce que lorsqu'on commence à l'utiliser, bon, il est lent, mais lorsqu'on veut essayer d'optimiser, c'est très facile parce qu'ils ont tout un tooling exprès pour pouvoir vérifier là où en fait on a des bottlenecks et en fait pour optimiser ça, ça devient assez rapide. L'autre, ah oui, bien sûr, pour le développement, c'est aussi rapide à écrire, donc franchement super. Et par Ouais, exemple, le système de typage, il n'est pas obligatoire comme dans Nîmes, mais en fait, on n'est pas obligé de l'utiliser. On l'utilise seulement si on veut faire j'ai oublié comment, oui, multiple dispatch. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que en tant que quelqu'un qui a utilisé R et Python, je me suis senti tout de suite à la maison. J'ai testé des choses. Je me suis dit, ah tiens, est-ce que je peux faire de la list comprehension? Ouais, ça marchait. Est-ce que je peux faire du broadcasting? Ouais, ça marchait. Et, franchement, c'était cool. cool. Ouais, c'est un chouette projet que j'ai pas rentré dedans autant que je voudrais, quoi. Mais bah, surtout que ça utilise la LLVM, qui est justement Mhm. le compiler le plus hype et le plus cool de ces 10 dernières années, quoi. Et Ouais. tout en utilisant justement les prakticités des high level language, ça a l'air d'être justement le meilleur compromis. Ouais, j'ai hâte de pouvoir essayer moi-même aussi. Mhm. Euh, En parallèle de ça, un énorme projet que tu as et que tu fais, c'est le projet WeData que tu as créé, que c'est ton petit bébé et que tu as porté jusqu'à maintenant amplement. Mhm. Est-ce que tu veux en parler en détail, justement, maintenant que tu as cette possibilité de parler toi-même de ton projet et de comment tu vois l'éducation au sein du projet WeData et pourquoi, en fait, tu l'as fait comme ça? Bien sûr. Alors, oui, Data, ben justement, pour revenir au tout premier sujet, c'était venu d'une frustration. Donc, j'étais avec deux collègues qui étaient en économie, enfin, plutôt économie sciences sociales, hein, pas, enfin, plutôt de l'économie politique, quoi. Mhm. Et on était en train de discuter de ça et on parlait vraiment de technologie littératie. On parlait aussi du fait que ben, on n'avait pas les modèles qu'on voulait, etc. Et on s'est dit, tiens, si on commençait quelque chose. Et en fait, c'était vraiment parti sur un tout petit groupe WhatsApp. Gentiment, ben, on a lancé le projet, on a avancé. Finalement, les deux ne pouvaient plus continuer parce qu'ils avaient d'autres projets à côté. Mais moi, je voulais avancer un peu et j'ai invité plein de monde. Je leur ai dit, ah tiens, tu sais pas comment faire ci, bah, viens voir dans Big Data. On a plein de gens très sympathiques. Et justement, moi, je voulais vraiment que tout ce que j'avais appris moi-même, et je pense que tu as peut-être le même sentiment, enfin, tout ce que j'ai appris par moi-même, je l'ai appris gratuitement. Bon, c'était au prix de ma sueur. Mais en fait, je voudrais que ce soit accessible au plus de monde possible, gratuitement et facilement, et pas que on ait à travailler aussi dur. Donc, c'était surtout ça que je voulais. Donc, en termes pédagogiques, c'est pour ça qu'on avait eu, au départ, on donnait des cours d'appui. Et finalement, ces cours d'appui, on n'était pas assez nombreux pour les donner. Donc, l'idée, c'était d'avoir soit des outils ou du texte écrit pour que les personnes puissent regarder. Puis, Fabrice avait avec cette idée de chaîne YouTube qui était incroyable. Et du coup, grâce à ça, ben, on peut faire des vidéos et tout en parlant et en fait, en faisant ce qu'on fait de mieux. Parce que finalement, les tutoriels écrits, c'est pas mal, mais je préfère la vidéo, c'est plus simple. Je peux improviser et lire et dire, ouais, mais en fait, c'est écrit comme ça, mais en réalité, alors que dans l'écrit, il faut que je réfléchisse longtemps et ça prend du temps. Donc, oui, et donc le but de Vidita, c'est partager sa passion. Et donc, vraiment, comme tu l'as dit, c'est de l'éducation. Ouais, non, bah vraiment, merci d'avoir porté ça à flot, quoi. Tous nos viewers seront très contents de... et te remercie pour ça, quoi. Justement, bah là, on va parler un peu plus du futur et de justement qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu penses faire dans ces prochaines années. Justement, commençons par la recherche et par les sciences sociales computationnelles. Est-ce qu'il y a des projets que tu voudrais justement mettre à bout? Ton doctorat, j'imagine, c'en est un gros, mais en delà de ça, si tu peux voir plus loin encore, est-ce que tu as des projets que tu voudrais faire ou tu commences à faire? Ouais, alors, gentiment, donc, oui, effectivement, il y a cette thèse qu'il faut que je termine. Euh, Elle doit arriver à bout. Mais ce que j'aimerais faire plus tard, c'est que j'aimerais peut-être avoir un petit peu d'expérience en sciences sociales computationnelles parce que j'aurai à la fin le diplôme de démographe.
j'aurais peut-être écrit un ou deux articles qui utilisent ces méthodes-là. Et au final, si je dis, ouais, je suis un spécialiste en sciences sociales computationnelles, bah, c'est un peu difficile à le faire voir. Et donc, du coup, l'idée, ce serait de trouver une université qui pourrait m'héberger le temps de 6 mois ou d'une année pour que je me renforce dans ce niveau-là. Mais après, en parallèle, il y a toujours Bideta que j'aimerais permettre de continuer et de progresser parce que il y aura, enfin, j'espère pouvoir continuer à faire bah, déjà de l'enseignement avec Bideta. Et droit derrière, bah, j'aimerais aussi pouvoir lié en fait avec ce nouveau projet de AI for Good qui a commencé et en fait d'amener un peu plus que de la littératie technique, mais aussi de la littératie de connaissances en intelligence artificielle. Et quand je dis AI littératie, c'est pas simplement demander à ChatGPT, peux-tu faire ce devoir pour moi? Mais aller plus loin que de la simple utilisation de ces modèles-là, mais de comprendre comment ils ont été conçus, pourquoi ils ont été conçus, quels sont les problèmes sociaux qu'il y a avec, quels sont les enjeux éthiques et philosophiques derrière. Et ouais, à terme, j'aimerais bien avoir quelque chose de stable pour l'enseignement, à savoir comment on veut faire. Est-ce qu'on veut faire une plateforme en ligne? Est-ce qu'on veut mettre en place des cours en physique ou est-ce que on aimerait mettre d'autres choses en place ou intervenir dans les écoles, dans les universités. Et après, bien sûr, il y aurait l'idée de pouvoir faire du consulting avec, parce que dans Big Data, on a beaucoup de têtes, toi, t'en fais partie, évidemment, mais de pouvoir mettre en place des idées, enfin, des projets, parce que gentiment, il y a des personnes qui sont venues nous parler aussi, nous dire, ah, tiens, est-ce que vous pourriez nous aider dans ce projet, qui sont des plus petits projets? Et je me dis que finalement, on pourrait toucher plus de monde si, en tout cas, moi, j'avais le temps et que j'avais terminé avec ma thèse, pour avoir plus de temps pour ce genre de choses. Donc, ce serait super. Et justement sur ces différences et c'est sur ces projets, est-ce que tu vois qu'il y a encore des défis techniques qui sont à surmonter dans ton domaine ou dans d'autres, quoi, en fait, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait justement peut-être investir, peut-être documenter? Ouais. Alors, je dirais que l'une des choses à laquelle il faudrait faire attention, c'est l'utilisation des données, parce que par moment, on pourrait penser que c'est des mines d'or, il y a énormément de données, on peut les utiliser comme on veut. Finalement, elles ont quand même des limitations, elles sont biaisées. Par exemple, si moi j'aimerais faire une recherche des groupes, par exemple au Rwanda, ben là c'est très compliqué parce que la plupart des utilisateurs de réseaux sociaux, par exemple, ou la plupart des ressources sont anglo-saxons, ce sont des personnes qui sont généralement diplômés. Et donc, en fait, il y a toute une facette du monde qu'on va quand même oublier. Et ça, on a tendance à l'oublier un peu en se disant, mais tout le monde est connecté. Non, c'est pas vraiment le cas de tout le Ouais. monde. Et on oublie un peu il y a ce certain privilège de pouvoir, en fait, bénéficier de ces technologies. Une autre limitation aussi, c'est peut-être l'adoption qui est un peu lente en sciences sociales, je trouve. Bon, après, le but, c'est pas que tout le monde devienne un scientifique computationnel, mais il y a certaines bases, par exemple, que je pense qui devraient être apprises au même titre que les méthodes qualitatives et quantitatives et statistiques classiques, quoi. Et typiquement, savoir utiliser un ordinateur, savoir, enfin, comprendre comment fonctionnent certains principes à l'intérieur d'un ordinateur, ou avoir une idée à peu près de certaines méthodologies ou de comment s'en sortir. Je pense que ce sont des choses qui sont assez importantes vu que je trouve qu'en termes d'éducation, que ce soit à l'université, mais aussi au niveau plus bas, il n'y a pas assez de cours sur les technologies. Et c'est pour ça qu'il faudrait plus de ça. Et pas simplement des cours sur comment utiliser tel ou tel outil, mais vraiment plus sur la connaissance technologique de manière générale, comme une culture générale, et pouvoir avoir un recul sur l'utilisation de ces technologies en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que chercheur ou en tant qu'individu dans une société. Donc oui, je dirais surtout ces deux points. Trop bien, trop bien. Bah, j'espère que ça va faire bouger les gens. Euh, pour conclure, on va voir des trucs plus marrants, mais voilà, est-ce que tu aurais justement des outils ou des librairies très spécifiques que tu voudrais justement faire un shout-out, vraiment des trucs que justement la plupart des gens ou qui n'auraient pas le temps d'en parler dans un domaine normal, quoi, un truc qui t'a marqué peut-être ces derniers jours. Oui, bien sûr. Alors, l'un des plus grands impacts que je dirais dans ma carrière, c'est Quarto. Waouh, ouais. C'est vraiment incroyable. Ouais, je me souviens que tu avais présenté une fois dans un Air Lunch comment mettre en ligne ces sites, enfin, un HTML pour que ça devienne un site statique. J'utilise ça tout le temps. Grâce à Quarto, je peux simplement sortir tous mes documents en Reveal.js Mhm. simplement en HTML et ensuite les mettre directement dessus. Et je m'en sers pour toutes mes présentations et c'est vraiment génial.
Et Quarto, oui, c'est le fait qu'il intègre énormément d'outils, qu'il soit langage agnostique, donc on peut utiliser ça avec Python, R, etc. Donc je Mm. peux très facilement partager la plupart de mon code et de mes éléments dedans. Le fait qu'il s'intègre très bien avec d'autres langages, le fait qu'il y a beaucoup de cibles, on peut créer des livres, des sites, on peut créer des PDF, des présentations, donc ça c'est trop cool. Qu'il intègre aussi Pandoc, Typest et d'autres types de technologies. Et en fait, et dernièrement, j'ai vu qu'il intègre aussi Marimo, qui est le nouveau, comment on appelle ça, notebook pour Python, qui est en Mhm. fait un peu interactif. Je ne sais pas si tu connais Observable.js et Ouais. Pluto.jl. Voilà, c'est ça, mais pour Python. Et maintenant, Mhm. en fait, il s'est intégré pour Quarto aussi. Donc, en fait, je vois Quarto comme un microbe qui phagocyte de plus en plus de choses et qui devient de plus en plus gros. Donc, ouais. Alors, Ouais, Quarto, ça a énormément changé ma manière de travailler. C'est trop cool. c'est cool. Même avec Weber, maintenant, c'est même des web apps, quoi. Enfin, c'est Ouais, incroyable. c'est vraiment incroyable. Et oui, Mm. comme tu l'as dit avec Weber. Et Weber aussi, ça fait partie des outils Mm. récents. Bon, un peu limité pour l'instant, mais ça permet de faire des trucs bien Ouais, sympas. c'est tranquille. C'est ça, Trop bien. Ouais. dont des exercices en ligne, sans serveur. Ah oui, et peut-être le Ouais. dernier shout-out, et je shut up, Ouais. euh, c'est Vas-y, c'est ça. c'est Coolify. C'est un outil qui permet en fait de pouvoir self-host ses propres projets dans un VPS. Et ça, c'est vraiment bien, c'est open source. Lorsque tu as ton propre serveur VPS, ou ça peut être un serveur local, tu copies juste une ligne et boum, t'as ton setup qui est prêt et il peut intégrer beaucoup de choses très facilement. Et c'est comme un GUI et c'est excellent. Trop cool. Ouais, ouais, c'est un super tool. Et voilà, et puis si tu devais apprendre voilà, si tu avais le temps illimité, ou voilà, quel langage, quel outil tu voudrais apprendre là, Alors, en termes de technique, j'aimerais bien apprendre, enfin, améliorer mes techniques de simulation. Donc, le Legend-Based Modeling, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est une méthode de simulation qui est pas mal, qui est basée sur des agents. Mais en termes de langage, c'est très compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui me donnent envie, juste Justin. par plaisir. Oui, Je juste, hein. rigole. Alors, Non. c'est Typer parce que Fabrice est en train de travailler dessus. C'est Ah, un type shout out system to pour R. Fabrice. Ouais, ouais, franchement, Ouais, shout out pour Fabrice. C'est un ouais. type system qui va travailler, qui va être par-dessus R, qui va permettre d'avoir les types dans R et d'avoir quelque Mhm. chose de plus robuste. Donc, Ouais. super, j'ai trop hâte. Ouais. Bon, le truc cool, c'est qu'on n'aura même pas forcément besoin d'apprendre, quoi, si ça intègre vraiment R, quoi. C'est C'est ça. vraiment trop cool. Ouais, c'est génial. Trop bien, trop bien. Bah, moi, je suis arrivé à la fin de mes questions pour toi, je pense. Est-ce Mhm. que tu as un dernier mot pour finir la présentation ou... Ouais, alors c'est toujours un peu compliqué, mais je dirais que peut-être parler d'IA très brièvement, c'est que Mhm. les choses avancent très très vite et on se C'est rend sûr. vraiment pas compte. Même nous qui essayons de suivre au fur et à mesure, ça va juste, c'est impossible. Et la chose qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a une fracture entre la population générale qui ne suit absolument pas parce Mhm. que, évidemment, on peut pas attendre que tout le monde s'informe sur ça. Et de l'autre côté, ben, beaucoup de choses qui se passent en vitesse 3 millions Ouais. par rapport à Mac la 3. population. C'est ça, vraiment. Ouais. Et donc, du coup, ce qui me fait peur, c'est qu'on va arriver à une société où on a une fracture numérique. Enfin, on a déjà des fractures numériques déjà entre les pays plutôt occidentaux et d'autres pays. Et là, à l'intérieur du même pays, on aura vraiment des grosses fractures. Et je pense que ça permettra à certaines personnes d'en profiter, de Mhm. profiter des personnes qui ne savent pas. De l'autre côté, ça amène en fait les personnes qui ne savent pas à être plus crédules et à tomber en fait dans des pièges plus dangereux. Et je pense que c'est pour ça que ce serait mieux qu'en fait tous les gouvernements fassent un peu un effort pour qu'on ait déjà plus d'AI safety et plus d'AI literacy pour la Mhm. population. Et pas qu'on se dise, bon, bah, on va laisser les gens se débrouiller. Pour l'instant, c'est le cas, par exemple, à Genève. Donc voilà, c'est mon Ouais. petit mot. Plus Ouais, c'est génial. d'awareness. Mais ça pourrait être justement une continuation de ton domaine d'études, littéralement, tu penses, ou enfin, c'est un projet. Je sais pas combien de temps il faut en fait pour avoir ce genre d'études sociales en fait. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu plus de temps, quoi, mais ça va vite, je pense, arriver ce truc. Tu t'en penses quoi, toi? Est-ce qu'il y a des gens qui Ouais, sont déjà en train de l'étudier, ou qui sont en train de se oui. préparer? Alors, j'ai vu qu'il y avait Swiss AI. Bon, l'un de mes collègues m'avait dit que c'était plus un lobby qui avait proposé une méthode d'intégration, je ne sais plus le terme exact, où le but, en fait, ce serait d'amener déjà très rapidement dans les écoles l'utilisation de l'IA, mais de manière critique. Et là, en fait, on apprend plutôt aux enfants à poser des questions dessus
et en fait à avoir des feedbacks et à réfléchir et pas simplement demander la réponse. Je trouve que c'est une approche assez limitée et comme aussi beaucoup de choses que je vois dans la littérature sur l'intelligence, enfin, sur l'IA littératie, c'est que gentiment en fait on se dit ah mais l'intelligence artificielle c'est cool, ça peut amener de la productivité, mais on réfléchit pas en fait aux problèmes cognitifs que ça Mhm. peut amener. Par exemple, il y a une récente étude, bon, un peu controversée, qui est sortie, qui avait montré par des scans enfin, des scans du cerveau, et peut-être que toi tu pourras la critiquer, parce que tu es un spécialiste, que l'utilisation en fait simple, pure et dure de l'IA, ça permet pas enfin, un travail Mhm. cognitif assez important, et que sur trois groupes, dont un groupe qui n'avait pas d'utilisé l'IA, ben, en fait, ils avaient enfin, une meilleure utilisation de leur capacité Mhm. cognitive, alors que ceux qui avaient utilisé l'IA, en fait, ont même littéralement oublié le sujet dans lequel ils traitaient. Donc, il y a ces limitations qu'on ne met pas assez en avant, par exemple. Et je trouve Mhm. aussi qu'on a une définition de l'IA littératie qui est très, très, très restreinte et vraiment se contente de comment utiliser les modèles qui ont été donnés Mhm. par telle ou telle entreprise, alors que finalement, ça va plus loin que Mhm. ça. Il y a les connaissances, et l'histoire, par exemple, de l'intelligence artificielle, pourquoi en fait les modèles fonctionnent comme ça, quelles sont les conséquences sociales, comme par exemple un truc qui me paraît complètement fou, c'est que quand tu regardes pas mal de documentation ou de vidéos sur comment on a créé ChatGPT, ils vont dire il y a une phase qui s'appelle le Reinforcement Learning by Human Feedback. Et ils disent c'est des humains qui répondent et après ils passent directement à autre chose. Ils ne parlent pas, par exemple, de la situation que ce sont en fait des gens au Kenya qui sont sous-payés pour pouvoir répondre, enfin, pour pouvoir faire ce travail à la chaîne et qui voient en fait des comportements, enfin, ils sont là pour en fait bloquer les comportements néfastes et donc du coup, ils travaillent dessus. Donc, enfin, il y a tout cet aspect social qui est vraiment mis de côté et dont on ne parle pas. Alors Mhm. que, voilà quoi, il faudra en parler et aussi parler du fait de, on dit que l'IA, ça a permis une démocratisation, mais est-ce que c'est vraiment une démocratisation si c'est vraiment certaines compagnies qui ont le monopole de ces modèles et qui peuvent décider ce qu'ils Mhm. peuvent en faire? Bref, et pas mal de questionnements en fait Ouais. qu'on n'aborde pas assez. Désolé. Non, c'est J'ai- super intéressant. Non, non, c'est génial. Mais là, tu m'as fait penser à un hot take, parce que tu dis il y a cette rupture technologique, tu vois, qui a déjà Mhm. été pour d'autres trucs, avec l'Internet ou avec des... Mais, et du coup, des chercheurs qui disent que ça pourrait justement faire décroître notre cognition, tu vois. Et ça pourrait Mhm. faire une rebalance, en fait, que du coup, les pays en développement qui vont utiliser que l'IA, bon, vont s'embêtir, et les autres vont rester. Ça pourrait ouais, retourner toutes les puissances mondiales. Mais on verra. On Pourquoi verra. pas. Pourquoi pas. Ok. Ben, sur ça, bah, je vais te dire merci beaucoup en fait pour cette interview. J'espère que nos listeners vont apprécier quoi. Mais en tout cas, merci de ma part et je pense de tout le monde pour avoir créé en fait ce projet et puis pour toujours être dedans et le nourrir. Super, merci de m'avoir interviewé parce que c'est vrai que en tant qu'intervieweur, on pense pas qu'on peut être de l'autre côté et devenir la victime maintenant. J'espère que c'était pas trop douloureux. Non, c'était super, merci. En tout cas, merci. Ciao. Ciao!